Des instruments de sabotage et des opérations clandestines semaient la terreur. Fruit d'un grand désespoir et utilisés dans l'ombre, ils portèrent, grâce aux agents d'espionnage, la guerre au cœur de l'ennemi. On les appelait les soldats de la résistance, sujet de cet épisode de Secrets de guerre. En été 1940, la France a capitulé. L'évacuation de l'armée britannique de Dunkerque est suspendue. La Grande-Bretagne est le seul pays à barrer le chemin à la domination totale nazie en Europe. Mais pour pouvoir résister à une invasion par la Manche, il lui faudra beaucoup de temps pour instaurer une force capable de résister aux Allemands, apparemment invincibles. Certaines mesures, comme la création de petites unités pour récolter des renseignements et saboter les forces d'occupation allemandes sur le continent, purent être prises relativement vite. L'utilisation de telles forces avait en effet été envisagée depuis déjà longtemps. Après la Première Guerre mondiale, des mouvements de guérilla autochtones avaient défié la loi anglaise en Afghanistan et en Irak. En Europe, l'activité anti-bolchevique en Allemagne et dans les régions orientales de la frontière avait déjà introduit ces méthodes contre-révolutionnaires peu orthodoxes. Les Britanniques avaient une double expérience, pour avoir d'une part encouragé des forces irrégulières et les avoir combattues d'autre part. La création de ces unités n'avait donc rien de surprenant. Je pense qu'ils sentaient aussi que le nazisme était une machine de guerre peu orthodoxe. En juillet 1940, les départements clandestins du ministère britannique de la Défense et le ministère des Affaires étrangères fusionnèrent pour créer ce qui fut connu sous le nom de SOE, Organisme britannique d'aide à la résistance. La première opération du SOE, en été 1940, fut de faire tout ce qui était possible pour retarder l'invasion allemande et aider parallèlement les Européens pendant l'oppression. Mais je pense que Churchill et le cabinet étaient réalistes. Il était absolument essentiel de savoir ce qu'allait faire un garde allemand ou ce qu'allait apporter une ligne de chemin de fer plutôt que d'aborder une barge de débarquement. Le SOE recruta des volontaires, souvent des civils réfugiés d'Europe occupée. La nouvelle organisation souleva la suspicion parmi les membres les plus conservateurs du gouvernement. Son côté particulièrement choquant était sa politique qui consistait à mélanger actions irrégulières, sabotage et subversion avec des formes plus conventionnelles de renseignement. Mais c'est cette absence totale de convenance qui donna tant d'énergie à l'organisation. Il est très intéressant de constater qu'un conservateur comme Churchill croyait que si une résistance devait être organisée sur le continent, elle devait émaner des travaillistes et non de la classe moyenne et être peu orthodoxe dès le départ. Aux États-Unis, le président Franklin Roosevelt s'efforçait de préparer le pays à une guerre qu'il considérait comme de plus en plus inévitable.
Il essaya continuellement de convaincre le peuple américain qu'en dépit des apparences, l'Allemagne n'avait pas encore gagné la guerre. Depuis son élection en 1933, Roosevelt avait demandé à son ami intime, William Donovan, d'entreprendre de délicates missions à l'étranger pour le compte du gouvernement américain. Donovan avait gagné la médaille d'honneur en France pour acte de bravoure. C'était un homme généreux. Il appartenait à un petit service secret informel en relation avec le président et qui lui racontait tout ce qu'il savait. Il existait donc déjà une sorte de service de renseignement depuis la Maison-Blanche. En été 1940, Donovan se rendit en Angleterre. On lui indiqua les emplacements secrets d'où les Britanniques préparaient la lutte pour libérer l'Europe occupée. Le plus gros travail fut de prouver à Donovan que la Grande-Bretagne était plus forte qu'il n'y paraissait après la chute de la France. C'était le jeu, et ils y excellaient. Ils le firent assister à des démonstrations d'entraînement complet, comme explosion de chars, parcours du combattant. En tant qu'ancien soldat de la Première Guerre mondiale, il goba tout. Le rapport de Donovan renforça Roosevelt dans sa conviction que la Grande-Bretagne pouvait et devait être sauvée. En juillet 1941, une nouvelle agence fut créée pour planifier et coordonner les activités clandestines en Europe. Un an plus tard, après l'attaque de Pearl Harbor, elle fut baptisée OSS. Son chef était William Donovan, il avait 58 ans. Quand les États-Unis entrèrent en guerre, le SOE avait créé quelques 60 camps d'entraînement à travers le monde, dont STS-103, autrement dit Camp X, situé sur la rive nord du lac Ontario, au Canada. C'est là qu'il entraîna à des techniques de guerre non conventionnelles la première classe de l'OSS. Les agents apprenaient donc les mêmes techniques. La communication clandestine, comment utiliser le morse, comment se créer des couvertures pour opérer efficacement en terrain hostile, comme recruter. C'était une excellente école d'espionnage, la toute première en fait pour agents secrets, jamais établie sur le continent nord-américain. En mars 1942, un nouvel instructeur arriva au camp X, le capitaine William Fairbairn, connu sous le nom de Dan sans peur ou le gars de Shanghai. Il devint une figure légendaire auprès des hommes de l'ombre. Ces images d'entraînement top secret montrent bien, malgré les masques, la technique Fairbairn. Fairbairn avait été policier à Shanghai, et de ce fait il avait quelque peu les mains sales. Il avait étudié le combat extrême-oriental à main nue et les techniques des armes à feu. Il était ainsi devenu l'expert mondial indiscutable de ces types de combats. Fire. Once again. Fire. En tant qu'ancien policier hargneux, il s'en sortit très bien avec les Américains. Un peu plus. Voilà. Ça fait une différence. C'est une chose de tirer sur une cible qui ne peut riposter. C'en est une autre d'entendre siffler les balles à vos oreilles. Il terminait toujours ses cours avec la même phrase. Frappez-les dans les testicules.
Quelle que soit la méthode, il y avait toujours un coup de grâce, un coup final. La technique de combat de rue personnalisait le combattant peu conventionnel de la guerre de l'ombre, et elle fut adoptée et répandue aussi bien en Amérique qu'en Angleterre. C'est à cette époque que fut développé le concept du tir instinctif. On your toes, up and fire two. Fast, grip it tight. La méthode mortelle de Fairbairn impliquait aussi l'utilisation d'anciennes techniques. Fairbairn enseigna au SOE la technique de strangulation. Il fallait arriver doucement par derrière, prendre la corde dans ses mains et la passer rapidement autour du cou de la victime en lui mettant le genou dans le dos et tirer en serrant. En procédant ainsi, la cible était déséquilibrée, le sang ne montait plus au cerveau, l'arrivée d'air était interrompue et les artères sectionnées. À ce moment-là, elle tombait. C'était une technique très efficace, connue sous le nom de méthode de Fairbairn. Armé d'un couteau, Fairbairn était mortel à tous les coups. Son nom fut associé à ce qui allait devenir l'arme symbole du SOE et de l'OSS. Avant que Fairbairn ne développe sa technique, les militaires au combat utilisaient le plus souvent des baïonnettes ou des couteaux utilitaires servant à ouvrir les boîtes de rations. Pour Fairbairn, le couteau était quelque chose de tout à fait différent. Il voulait une arme qui puisse servir aussi bien à pénétrer qu'à balafrer. La forme triangulaire de la lame lui donnait sa rigidité et la possibilité de percer facilement et violemment les vêtements. Cette arme instillait la confiance chez son utilisateur. Elle lui rappelait qu'il appartenait à une organisation d'élite et devint une marque de distinction portée avec orgueil, plus particulièrement pendant la dernière partie de la guerre. Le conflit global, qui commença en 1939, prit le nom de guerre totale, ne marquant aucune différence entre combattants et non-combattants. Le SOE et l'OSS cherchèrent le moyen de démocratiser le conflit en rendant opérationnels de simples paysans ou des intellectuels. Ce petit livre, imprimé en 6 langues, permit à tout homme ou femme sachant lire d'accéder au maniement d'explosifs ou d'armes pour devenir saboteur. Le SOE et nombre de ses concepts étaient très modernes. Il est aussi important de rappeler qu'il était issu d'une nation-État de première importance, dans un temps de grande panique et de grande crise. C'est pourquoi je pense, ça peut paraître litigieux, que le SOE était, si vous voulez, le père fondateur du terrorisme moderne. En 1942, les Alliés s'opposèrent à la machine militaire de l'Axe. La portée des opérations clandestines s'élargissait et le besoin en équipement augmentait. La plupart des armes distribuées par le SOE et l'OSS à la résistance et aux groupes de guérilla étaient des fusils conventionnels et des canons sous-marins. Mais il existait aussi un autre armement hautement spécialisé. Faire passer les instruments de sabotage et de destruction de l'autre côté des lignes ennemies était toujours dangereux. Leur taille et la possibilité de les cacher étaient donc des soucis fondamentaux. Le SOE avait une section spéciale appelée section camouflage, dont l'une des spécialités était de fabriquer des bidons qui cachaient une mine-ventouse. Il contenait aussi un peu de pétrole. Quand quelqu'un en vérifiait le contenu, il pouvait enfoncer une jauge et constater qu'il y avait bien du liquide.
Les moyens de transport étaient les premières cibles des sabotages dont les conséquences pouvaient être plus grandes que la seule immédiate interruption due à une explosion réussie. Elles pouvaient non seulement endommager les rails, empêcher le ravitaillement, mais aussi causer de vrais problèmes aux Allemands, les obliger à retirer leurs troupes des lignes de front pour surveiller les voies d'approvisionnement. Ils devaient protéger chaque tunnel, chaque pont et chaque voie de chemin de fer. Faire sauter des portions de voie était relativement facile, mais provoquer un déraillement demandait de la finesse. Si les charges étaient trop près les unes des autres, les lourdes roues du convoi passaient au-dessus des brèches et restaient sur la voie. Les explosifs devaient être échelonnés de manière correcte sur l'extérieur des rails des voies. C'est pour cela que le SOE envoyait des charges standards qui pouvaient être stockées. Quand le bon moment arrivait, les saboteurs allaient les placer sur la voie, enclenchaient les bombes à retardement et bingo! Un autre matériel utilisé était appelé pétard de voie. Vous pouviez vouloir détruire la voie tandis que le train passait dessus. Les Anglais ont alors conçu le pétard de voie. Initialement, c'était un petit objet utilisé pour avertir le mécanicien de brouillard imminent ou d'obstacles. Couplé à une mèche lente et des explosifs, il était non seulement capable de faire sauter les camions ennemis, mais aussi de faire dérailler un train. Les tunnels étaient les cibles privilégiées des saboteurs. Un déraillement proche d'un tunnel de montagne interrompait le trafic pour très longtemps. Le problème, pour les OSS, était de disposer d'une charge qui exploserait au bon moment. Ce qu'on appelait la taupe était la solution. C'était un petit palpeur qui déclenchait l'explosion dès qu'il était brusquement plongé dans l'obscurité. Sa cellule photoélectrique était réglée pour que l'explosion ne se produise que quand le train dans lequel il était placé passait de la lumière vive à l'obscurité complète et y restait quelques secondes. Et pour ne pas que cela se produise avec un changement progressif de luminosité, comme le passage du jour à la nuit. Les industries et les lignes électriques étaient d'autres cibles importantes. Le SOE avait besoin d'un explosif tout prêt qu'un opérateur pourrait facilement poser. Il se présentait sous la forme d'un paquet de plastique explosif appelé clam ou palourde. En attendant l'arrivée de la mine crayon qui permettrait de retarder le déclenchement des explosifs, le clam était muni d'aimants pour pouvoir être posé sous une tôle ou derrière un radiateur. De nombreux appareils utilisés dans la guerre de l'ombre n'étaient pas nouveaux mais provenaient des pages de l'histoire. Le charbon explosif était déjà utilisé pendant la guerre civile américaine. Son concept était simple mais efficace: introduire une charge explosive bien camouflée dans un boulet de charbon et attendre le résultat. En étudiant l'histoire, il y a des raisons de penser que certaines explosions de chaudières sur la côte est des États-Unis ne s'expliquaient que par le fait que les Allemands y avaient, d'une manière ou d'une autre, placé leur version de charbon explosif. Par leur nombre, les moteurs à combustion interne offraient les meilleures occasions de sabotage. L'objectif était d'endommager ou de détruire le moteur pendant que le véhicule était sur la route et ne pouvait être réparé. La luciole était un petit appareil incendiaire que l'on jetait dans le réservoir d'essence d'un véhicule.
il explosait peu après et le détruisait. En fonction de la température du carburant, le TNT explosait de 2 à 7 heures plus tard. Plus le carburant était chaud, moins l'opérateur avait de temps. Un autre moyen de s'attaquer à des petits moteurs était de saboter l'essence à sa source. Les OSS, fidèles à leur technique de sabotage, avaient besoin de 3 choses: discrétion, efficacité et temps. Ils se penchèrent sur le problème et testèrent 250 produits chimiques différents pour voir lequel serait le plus efficace. Ils tombèrent finalement sur une huile de noix de cajou. Ils la mélangèrent et obtinrent une substance grumeleuse qui était l'agent contaminateur le plus efficace qu'ils aient jamais vu. Une fois testée, la mixture s'avéra effectivement opérationnelle pour détruire l'intérieur des moteurs après 75 km environ. Parfait pour un sabotage efficace. Le problème était d'emballer et de cacher le matériel. Quelqu'un eut pour cela l'idée d'utiliser de simples préservatifs distribués aux troupes. Voici l'arme. Elle est appelée Kakaloub, fournie par boîte de 5. Elle ressemble à toute autre chose. Ce fut un des outils de sabotage les plus utilisés, et le fut également longtemps après. Le SOE, l'OSS et les Allemands imaginèrent de nombreux moyens différents de saboter les avions au sol. Ce dont l'OSS avait besoin pour rester fidèle à sa philosophie de destruction maximum était quelque chose qui puisse être placé à bord, exploser après le décollage et détruire non seulement l'appareil, mais également l'équipage et les passagers. La solution se présenta sous forme d'une livre de plastique à laquelle était couplée une simple capsule barométrique prévue se déclencher à 600 mètres d'altitude. Ce système fut appelé anémomètre. Le résultat de ce dispositif, placé correctement à l'intérieur du moyeu d'une roue ou près de la section de queue, était toujours fatal. Les opérations clandestines et partisanes consistaient souvent à se glisser dans les campements ennemis ou à attaquer les sentinelles. Il existait aussi des systèmes diaboliques dont les qualités étaient presque archaïques, comme par exemple un pistolet de calibre 45 modifié qui tirait une flèche aérodynamique, effilée comme un rasoir, et pouvait être caché dans un revers de manche. Ou encore un pistolet de calibre 45 à un coup, officiellement appelé Liberator, mais plus connu sous le nom de pistolet de chez Woolworth, en raison de son coût très bas. En prenant de l'importance, le SOE commença à monter ses propres usines ainsi que ses services de recherche et de développement. Ils étaient basés aux alentours d'une ville située au nord de Londres, Welland. C'est pourquoi le nom des appareils et des gadgets qui y étaient produits avaient tous le préfixe Well. Un pistolet silencieux, par exemple, était appelé pistolet de Well. C'était un pistolet à un coup, muni d'un silencieux amovible qui tirait jusqu'à 35 mètres. Sa crosse était munie de 6 à 8 logements en fonction des munitions de calibre 32 ou 9 mm. Il était facile à cacher et pouvait même se transporter démonté dans une pompe de bicyclette. Cette arme, proche de l'idéal de discrétion des opérateurs clandestins, mortelle et silencieuse, resta en service longtemps dans les années d'après-guerre. Les 3/4 de la surface de la Terre sont recouverts par les océans. Il était donc indispensable que le SOE et l'OSS soient opérationnels dans l'eau.
Il fallait pouvoir introduire et faire sortir les agents de ports occupés par l'ennemi en pleine nuit pour des missions de reconnaissance et de destruction. Certains des gadgets les plus secrets de la guerre de l'ombre furent développés pour les opérations clandestines en mer. Aux Bahamas, où une unité marine spéciale de l'OSS suivait un entraînement sous-marin, des équipes aux aptitudes exceptionnelles apprirent à se servir de l'appareil de respiration sous-marine Lambertson, utilisant en circuit fermé de l'air recyclé. Contrairement aux scaphandres modernes, il ne laissait pas de traces de bulles d'air. Le Lambertson était utilisé en mission pour pénétrer les ports ennemis et disposer des explosifs sous-marins sur les coques des navires. L'engin explosif le plus utilisé dans ces circonstances était la mine ventouse. Il fallait effectivement disposer d'un explosif imperméable, le mettre près de la coque et déclencher l'explosion. Ils ont alors inventé la mine ventouse. Le cœur contenait un peu plus de 2 kg d'explosifs imperméables. À l'extérieur, il y avait 6 aimants. Elle était enveloppée de caoutchouc, de manière à épouser la forme de la coque d'un navire, même recouverte de coquillages. Une fois l'explosion déclenchée, l'incompressibilité de l'eau concentrait la force de la détonation sur la coque, provoquant un trou de 6 à 7 mètres carrés au-dessous de la ligne de flottaison. Les mines ventouses furent efficacement utilisées contre les navires marchands. En 1943, une opération de la SOE dans le détroit de Singapour détruisit 39 000 tonnes de navires japonais. Des dérivés modernes de cette mine sont encore utilisés aujourd'hui dans des unités navales de guerre. La clé de l'attaque de la flotte ennemie était l'accès au port. Le SOE et l'OSS expérimentèrent plusieurs techniques. Au début de la guerre, on utilisait des kayaks en caoutchouc et en bois. Le SOE s'en servit efficacement pour attaquer la flotte allemande dans le port de Bordeaux en 1942. Mais l'OSS souhaitait des moyens plus efficaces pour placer ces mines ventouses. Ils empruntèrent au SOE une curieuse invention qui ressemblait fortement à un canoë sous-marin et qui était affublée du nom de la Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant fut le plus petit sous-marin opérationnel de la Deuxième Guerre mondiale, et techniquement, il était décrit comme un canoë submersible motorisé. Il avait aussi une autre particularité. C'était le seul sous-marin à avoir jamais été conçu exclusivement par et pour les services secrets. La Belle au bois dormant pesait environ 300 kg et avait une capacité de plongée maximale de 18 mètres. Il pouvait être dirigé soit manuellement à la pagaie, soit par son moteur silencieux. Son autonomie était d'une vingtaine de kilomètres et sa vitesse de 4 nœuds et demi. En la réduisant à 3 nœuds, son autonomie passait à 64 km. L'intention n'était pas de se rendre d'Angleterre jusqu'à la cible, mais les sous-marins avaient été modifiés de manière à pouvoir intégrer la Belle au bois dormant, la transporter à 8 ou 15 km de la côte, puis la laisser finir le trajet grâce à sa seule puissance. Elle avait une batterie intérieure de 24 volts qui fournissait l'énergie jusqu'à l'objectif. La petite embarcation n'avait aucun système de navigation à bord, à l'exception d'un compas rudimentaire. Quand l'opérateur voulait faire surface, viser la cible ou lire le compas, plonger, faire quelques kilomètres sous l'eau et refaire surface, il utilisait la technique dite de marsouinage. Cette tactique était répétée jusqu'à l'objectif.
Quand ils avaient atteint la côte ou qu'ils étaient au-dessous du navire, ils pouvaient tout simplement soit immobiliser le sous-marin sur le fond, soit gagner un point de flottabilité et se laisser porter. Ils sortaient alors, nager jusqu'à la cible, poser une mine ventouse sur le côté du navire, retourner au sous-marin et quitter le port. Malgré ses qualités technologiques, la Belle au bois dormant fut employée en opération moins de 5 fois pendant toute la durée de la guerre. Les propriétés de flottabilité et de compression de l'air furent appliquées à un autre outil de la guerre de l'ombre, une embarcation submersible utilisée pour cacher jusqu'à 200 kg de matériel à une vingtaine de mètres de profondeur. Ils eurent l'idée de confectionner une embarcation munie d'une réserve intérieure d'air. L'opérateur l'atteignait en nageant, ouvrait une valve qui, en laissant échapper l'air, modifiait la flottabilité. En le faisant remonter à la surface, il était possible d'en sortir le matériel. Pour replonger, il fallait changer l'air et l'embarcation redescendait lentement au fond. Ce cycle pouvait se répéter de 6 à 10 fois. Ce système n'avait pas été conçu pour être un bateau. Une fois largué d'un sous-marin ou d'un navire de surface, il pouvait être manœuvré vers une cachette près de la côte où il restait la plupart du temps immergé. Cet engin est resté un des plus ingénieux pour ravitailler les opérations clandestines. Une réalisation particulièrement sophistiquée pour attaquer la flotte ennemie était le missile de Campbell qui mesurait moins de 10 mètres de long. C'était un projectile uniquement utilisé sous l'eau. Cette embarcation expérimentale pouvait être camouflée à la manière des innombrables petits bateaux indigènes pour faciliter l'infiltration dans les ports tenus par les ennemis. Le cœur du système de guidage était une combinaison de récepteurs radio et d'émetteurs de télévision. Les images émises par-dessus la proue du missile étaient diffusées par un avion de contrôle. L'opérateur aérien pouvait donner les instructions par radio et manier les commandes à une distance de 140 km. Le missile pouvait atteindre une vitesse de 35 nœuds avec un moteur à essence. Mais pour parfaire le leurre, le bruit caractéristique d'un bateau de pêche était préenregistré et diffusé en même temps que s'échappaient des nuages de fumée. La coque pouvait contenir 2500 kg d'explosifs, depuis des ogives de type torpille jusqu'à des charges pouvant être déclenchées sous la cible. Le missile de Campbell, avec son mélange de haute et basse technologie, son autonomie de 160 km et sa charge explosive puissante, fut le précurseur des générations futures de missiles de croisière et d'armes chirurgicales. Les progrès dans le domaine technologique de la radio et de l'électronique révolutionnèrent les communications pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui était particulièrement important pour les techniciens de cette guerre non conventionnelle qui opéraient souvent seuls, derrière, voire au milieu des lignes ennemies. La disponibilité de radios légères et fiables fut un facteur de succès au cours des missions en aveugle de la guerre de l'ombre. La radiotélégraphie, ou Morse, fut un mode de communication normal jusqu'à un moment avancé de la guerre. Il était moins sujet à la distorsion et moins influencé par les conditions atmosphériques que les communications vocales. Au début, le manque en Grande-Bretagne de techniciens radio entraînés obligea le SOE à utiliser les réseaux radio du MI6, les services secrets britanniques. Mais à partir de juin 1942, le SOE fut autorisé à fabriquer ses propres radios
à utiliser ses propres codes et à avoir ses propres réseaux et stations. Au plus fort de son activité, le SOE utilisait 1500 opérateurs qui écoutaient 24 heures sur 24 les messages en provenance des quelques 500 émetteurs SOE en Europe. En 1944, il y avait en fait tant de réseaux radio clandestins que les agents devaient respecter des plans d'opération très stricts. La prolifération des radios était largement due au fait que les postes émetteurs-récepteurs étaient de plus en plus petits et de plus en plus faciles à cacher. Un des plus efficaces était facilement transportable et conçu pour loger dans une valise. Le Mark IIIA était le plus petit poste opérationnel produit, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ses spécifications originales lui permettaient des communications en morse sur une distance de 800 km. Mais en pratique, le poste était si bien conçu qu'avec des conditions atmosphériques adéquates, il pouvait transmettre jusqu'à 1600 km ou plus. Quand les repérages radiogoniométriques des Allemands s'améliorèrent, la sécurité radio devint le souci primordial des opérations clandestines. Un agent ne devait en aucune circonstance émettre pendant plus de 5 minutes et les transmissions quotidiennes ne devaient pas excéder 20 minutes. Des méthodes sophistiquées pour identifier les transmissions des agents furent développées. Ils avaient introduit une tactique opérationnelle qui consistait à oublier volontairement un mot ou une lettre au cours de la transmission ou à faire quelque chose pour que le premier message soit incorrect. Il était ainsi possible de savoir que c'était bien le bon opérateur et qu'il n'était pas entre les mains de l'ennemi. Ce contrôle de sécurité faisait partie intégrante du protocole des communications, avec tous les opérateurs en activité. Un autre moyen d'identifier le trafic radio était d'avoir des exemples préenregistrés du code de chaque agent. Les techniques individuelles étaient aussi identifiables que les empreintes digitales. Les communications clandestines étaient encodées de diverses manières. Une petite machine à coder portable, le M209, était utilisée par l'OSS. Le cryptage des messages était effectué manuellement grâce à 6 cylindres ou roues. L'opérateur écrivait le message qu'il voulait envoyer. Il prenait alors chaque lettre, la composait sur la machine, tournait le levier. Une lettre cryptée s'inscrivait sur un morceau de bande. Le travail terminé, la bande était confiée à un opérateur radio qui transmettait en morse. À l'autre bout, il recevait le message codé. Il le confiait à un spécialiste du décodage qui avait exactement le même équipement et, procédant à l'envers, imprimait le texte en clair. Des communications efficaces étaient importantes pour d'autres raisons subtiles. L'OSS avait mis l'accent sur des techniques de guerre non conventionnelles appelées opérations morales, propageant de la propagande dite noire, de la désinformation, pour démoraliser l'ennemi et réduire son efficacité au combat. En Birmanie, où le détachement 101 de l'OSS avait organisé les tribus montagnards de Kachin contre les Japonais, un régiment ennemi fut la cible d'une opération morale particulière. L'armée japonaise avait un code strict de non-reddition. Un document, supposé provenir du commandement japonais régional, mais en réalité fabriqué de toutes pièces par l'OSS, avisait que sous certaines conditions, la reddition n'était pas un déshonneur. La propagation de ce faux eut pour résultat des désertions et une érosion du moral des Japonais.
stations radio clandestines envoyaient depuis la Grande-Bretagne et l'Afrique du Nord un flot constant de propagande en Europe occupée et au cœur de l'Allemagne. Pendant la campagne italienne, l'OSS édita un tract quotidien destiné à semer le mécontentement au sein des troupes allemandes. Les outils de propagande étaient, par souci de précision, placés à l'intérieur des obus. Un major britannique était très déçu chaque fois qu'il devait tirer des tracts pour nous au lieu d'explosifs. Il ne faisait aucun effort pour cacher qu'il pensait que c'était pure folie. Le lendemain, quand je revins, je trouvais un converti. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi enthousiaste. Et la raison en était simple. 1 heure environ après que j'ai quitté le poste de tir, un prisonnier allemand, un tract à la main, est venu se rendre. Il dit que les arguments l'avaient convaincu. Il nous donna les positions précises de 4 mortiers allemands. Nous avions essayé pendant 3 jours de les détruire. Ils avaient tué des centaines de soldats britanniques. Nous les réduisîmes au silence en quelques minutes. Les opérations morales pendant la Deuxième Guerre mondiale, bien que difficiles à quantifier sur des bases conventionnelles, furent un capital appréciable pour les Alliés. La puissance des mots et des images avait conduit au fondement de la guerre psychologique moderne et élargi l'impact de la guerre de l'ombre. À travers le globe, partout où des opérations clandestines avaient compromis l'efficacité ennemie, les avions étaient aussi indispensables que la radio pour aider la guerre non conventionnelle. En Asie, de minuscules avions de liaison opéraient derrière les lignes, atterrissant sur de minuscules terrains en pleine jungle et des pistes autrement inaccessibles. Du personnel était débarqué et les blessés emmenés. Ces avions furent, avec juste raison, surnommés « papillons de Birmanie » par leur pilote OSS. Mais c'était l'omniprésent Dakota C-47 qui assumait le rôle majeur de réapprovisionner les opérations. En Grande-Bretagne, le Lysander rendait des services appréciables au SOE, faisant des allers-retours en France occupée sous le couvert de l'obscurité. Il était cependant limité en rayon d'action et en capacité de chargement. L'image des pilotes de Lysander qui atterrissaient en terrains ennemis, larguant, déposant des agents, en embarquant d'autres et les ramenant en sécurité au pays, était glorieuse et romantique. L'énorme travail effectué par le SOE consistait en opérations de parachutage, tout d'abord effectuées par 2 bombardiers, puis 4, qui pouvaient aller jusqu'en Pologne de l'Est et en Norvège, dans les Balkans et le sud de la France, et ainsi de suite. La mise à disposition de longs courriers permit une autre percée pour les agents de terrain, la communication vocale. Le S-Phone, développé par les Britanniques, était un radiotéléphone à haute fréquence alimenté par une batterie. Les agents au sol devaient se tenir face à l'avion, mais le signal était difficile à repérer par l'ennemi. À la fin de 1944, l'OSS avait mis au point son propre radiotéléphone Sol-Air destiné aux agents pénétrant le territoire allemand. Joan Eleanor était composé d'un petit émetteur-récepteur pour l'agent au sol et de récepteurs-enregistreurs installés à l'intérieur de l'avion en altitude. Il fonctionnait sur le même principe que le S-Phone, mais l'émetteur-récepteur de l'agent, avec environ 15 cm de long et 350 grammes, était beaucoup plus petit.
Johan Eleanor procura un grand avantage à l'OSS. Le manipulateur tournait en avion, à une heure déterminée, hors de vue. Mais l'opérateur au sol pouvait parler et communiquer avec lui. This was a psychological boost to the agent as well as the handler. Item 2, 150, I say again, 150. Ça remontait le moral aussi bien du pilote que de l'agent, dont il pouvait souvent déterminer l'état psychologique et ses réactions sous la pression. Dans un message codé, cela n'aurait pas pu apparaître. Roger, Roger, I understand. Un autre instrument mis au point par le SOE, Eureka-Rebecca, était un signal lumineux permettant de localiser avec précision les cibles aériennes de réapprovisionnement. La résistance française évitait de l'utiliser car la moitié du système au sol était encombrante et impossible à expliquer en cas de découverte. Ce système était employé pendant les opérations de parachutage et fut adapté par l'OSS pour le bombardement de cibles cachées. Une autre mise au point inhabituelle de l'OSS était un harnais spécial permettant à un avion volant à basse altitude d'arracher un homme du sol. Le projet portait le nom de transfert sol-air, mais la procédure n'était à tout le moins pas ordinaire. Le harnais ne convenait pas aux cardiaques. Pour un opérateur clandestin ou un aviateur tombé derrière les lignes ennemies, ce procédé pouvait cependant faire la différence entre captivité et liberté. Les techniques de réapprovisionnement des agents ou des partisans furent améliorées tout au long de la guerre. Des types spéciaux de conteneurs largables en parachute furent lâchés. Certains étaient en métal, d'autres en contreplaqué divisés en petits compartiments séparés. On pouvait les commander par radio, en spécifiant qu'on voulait un conteneur d'explosifs plutôt qu'un conteneur d'armes. Le degré de sophistication atteint à la fin de la guerre était très élevé. Le transport aérien était l'élément clé du plus exigeant des efforts d'approvisionnement de la guerre de l'ombre, qu'était l'opération Profiteur, destinée à armer les groupes de résistants français en prévision du débarquement de Normandie. Les B-24 du 479e groupe de bombardiers larguèrent plus de 1000 agents de l'OSS en France. Pour les aviateurs, ils étaient seulement connus sous le nom de Joe. Près de 5000 conteneurs remplis d'armes, d'explosifs et d'équipements radio furent parachutés de nuit. La mission se solda par de lourdes pertes, 25 B-24 et 208 hommes. Mais l'opération Profiteur fut un succès. Au moment du débarquement allié, le 6 juin, les groupes locaux de résistance étaient parfaitement organisés et armés. Ils s'apprêtaient à jouer un rôle majeur dans la libération de leur pays. La victoire alliée en 1945 sonna la fin du SOE et de l'OSS. Mais l'étrange héritage de cette guerre fut l'émergence globale de conflits non conventionnels et de guerres de libération. Il est plutôt dommage que le SOE n'ait pas pu fermer la boîte de Pandore.
L'idée, l'efficacité d'une guerre clandestine et de guérilla a été prouvée. Et je pense qu'il est juste de dire que, d'une certaine manière, nous en voyons aujourd'hui encore les ramifications.